Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Une nouvelle émission sur Guérit TV Monde, La Position. Tous les mercredis à 21h sur votre web télévision. Prenez le rendez-vous pour savoir la position ou la lecture de tel ou tel acteur politique sur des sujets brûlants de l'actualité. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Bonsoir, bienvenue mesdames et messieurs, merci de préférer Guérit TV sur votre émission La Position. Pour ce nouveau numéro, nous allons recevoir une personnalité pas des moindres, bien évidemment. Il est issu du parti Les Démocrates. Il a nom Habibou Worukobu. Justement, avec lui, nous allons parler de l'actualité politique. Bonsoir, honorable, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Mathieu, c'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Je profite de l'occasion pour saluer les auditeurs de Guérit TV Monde. Je souhaite donc une bonne écoute à tous les auditeurs. Bonne écoute en tout cas. Beaucoup de sujets seront débattus par ici. Patrice Talon est attendu une fois encore à l'Assemblée nationale pour son habituel discours à la nation. En tout cas, très satisfait de l'état d'esprit des Béninois. Pour lui, la liberté d'expression est au top. La démocratie, n'en parlons pas. Justement, en tout cas, la bonne gouvernance aussi reste un point capital pour le chef de l'État. Patrice Talon a félicité les Béninois pour l'évolution faite dans ce sens. Vous êtes député à l'Assemblée nationale. On pourrait éventuellement connaître votre position sur le sujet. Mais moi, ma question, au-delà de tout, lorsqu'on nous dit de faire un bilan, quelque chose a bougé, honorable. Merci beaucoup, Mathieu. Je crois que le discours à la nation du chef de l'État l'année dernière me paraît comme un discours assez flatteur parce que à l'arrivée aujourd'hui, je ne vois véritablement pas ce qui a changé dans le quotidien des Béninois, surtout en ce qui concerne la gouvernance, notamment la démocratie et l'état du droit. Je crois que ce que nous vivons aujourd'hui rivalise même avec ce que nous avons vécu lors du régime du PRPB, parce que aucun régime au Bénin n'a connu si tant d'emprisonnement, d'incarcération, si ce n'est le régime de la rupture. Et dans ce contexte, qu'on parle de démocratie, qu'on parle de liberté, je crois qu'il y a matière à redire. Oui, je pense que ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Beaucoup de nos honnêtes citoyens aujourd'hui n'ont leur place que dans les prisons. Je crois que ça pose un problème. Avant que beaucoup de délinquants ou bien même sable le champagne, l'agrément, les honnêtes gens se retrouvent en prison. Je crois que ça pose un problème de gouvernance. Oui, ça pose un problème de gouvernance. Et il serait utile que le président ne s'aventure plus sur ce terrain-là lors du prochain discours, parce que ça agace. Oui, on a l'impression que le président se moque un peu du peuple béninois. Et bon, évidemment, on comprend aisément les dispositions que le président prend pour faire en sorte que on s'accapare, vous voyez, de la possibilité des Béninois de pouvoir véritablement exprimer leurs sentiments à travers les votes. Je crois que c'est ça qui justifie, voyez-vous, toutes les dispositions que les gens prennent juste pour embrigader la volonté des Béninois à pouvoir s'exprimer librement à travers les yeux. Voilà ce que je peux dire un peu. Quel est votre état d'esprit? Oui, je crois que les Béninois sont désemparés par rapport à la gouvernance donc de la rupture. Et vous en dites ça? Vous n'avez qu'à traîner un peu votre micro pour voir l'état d'esprit. Vous-même, vous allez suivre.
C'est la faim qui tenaille. Le manque de liberté. On a l'impression que nous sommes dans une prison à ciel ouvert. Vous avez suivi Ousmane Batako. Il dit que la démocratie béninoise a besoin d'oxygène, a besoin de respirer. Théodore Olo n'a pas dit autre chose. Il a dit presque la même chose. Donc, il n'y a que certains laudateurs, ce qu'on appelle des clébés VIP, qui viennent vous raconter des énormités, voilà, pensant qu'ils sont en train de parler. Je suis désolé, je préfère dire ça comme ça, pour que chacun comprenne que quand ils sont en train de déblatérer, pendant qu'ils croient qu'ils sont en train de parler, ça pose un problème. Je n'ai pas envie de tenir ces propos-là, mais à des moments donnés, on est contraint. Parce que lorsque vous écoutez les gens, on a l'impression qu'ils vous prennent pour des imbéciles. Oui, ils disent des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité. Vous avez l'impression, vous vous posez la question de savoir s'ils sont des Béninois comme vous. S'ils vivent la même chose que vous, les gens n'arrivent plus à se donner 3 repas par jour. Même le seul repas là, c'est difficile déjà. Personne ne voit son revenu s'améliorer. Personne ne voit l'horizon s'éclaircir. Voilà les élections de 2026 qui viennent. Tout le monde se plaint du code électoral qu'on a mis en place, qui est truffé d'incongruités, qui ne donne aucun espoir au peuple béninois. Même les investisseurs sont dans l'attentisme. Ça, c'est les ministres eux-mêmes qui le disent. Parce que les investisseurs sont en train de regarder, parce que rien n'est clair pour l'avenir. Et dans ces conditions, vous allez dire que les Béninois sont dans un esprit sain, un état d'esprit bon. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est très mauvais. Je préfère le dire. Moi, je n'ai aucun intérêt à le cacher. Je n'ai pas intérêt à caresser le chef de l'État dans le sens des poils. Non, pas du tout. Je préfère lui dire, s'il peut corriger, c'est une bonne chose pour lui. Ça s'arrête là. Honorable, vous parlez d'un état d'esprit, selon vous, malsain, mais si on n'est pas en démocratie, on ne pourrait pas quand même vous ouvrir nos portes par ici. Vous vous exprimez, vous êtes libre de vous exprimer, vous êtes libre de critiquer le président de la République, et pourtant personne ne vous a arrêté. Merci beaucoup. Comme vous le savez, ce que je suis en train de dire aujourd'hui, je ne suis pas en train de diffamer, je ne suis pas en train de dire quelque chose qui puisse permettre au chef de l'État de venir m'arrêter. Et justement, alors, beaucoup peut-être n'analysent pas dans le même sens que vous. Peut-être les gens insultent directement le président de la République. Est-ce qu'il suffit, critiquer n'est pas insulter? Le président de la République est une personnalité. Institution. Est une institution, voilà. D'accord. Mais en matière de démocratie, le président de la République n'est pas un dieu. Ce n'est pas quelqu'un qu'on ne peut pas critiquer. Ce n'est pas quelqu'un sur qui on ne peut pas dire ce qu'il y a. Je ne sais pas si vous voyez. C'est simplement les dispositions législatives qui sont mises en place, qui sont de nature à empêcher, voyez-vous, les gens de s'exprimer. Les gens on leur colle le code du numérique pour dire vous avez enfreint telle loi, vous avez. C'est ça en fait le problème qui se pose en réalité. Aujourd'hui, nous sommes à un niveau où nous connaissons déjà toutes ces dispositions-là. Il y a des pièges dans lesquels nous ne pouvons plus tomber. Et c'est à cela qu'il faut travailler le peuple béninois aujourd'hui, pour éviter de tomber dans ces pièges qui sont tendus de gauche à droite. Mais en réalité, dans une démocratie, on n'en a véritablement pas besoin. On n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de faire on n'a pas besoin de faire du peuple un adversaire. Quelqu'un qu'il faut travailler à mettre juste en prison. Aujourd'hui, nos prisons sont bondées. Là où il faut 1000 personnes, on en a 3, on en a 3000. Et ça ne gêne personne. Et vous pensez que c'est une gouvernance là? Les prisonniers n'arrivent même pas à se soigner. Alors, vous avez fait vos investigations. J'ai fait des investigations. Vous avez les Amnesty International. Oui, j'ai des statistiques, j'ai tout. Si vous voulez, je peux vous les donner. Selon Amnesty International, de janvier 2003 à juillet 2003 de la même année, il y a eu 46 morts. Seulement dans 3 prisons du Bénin. En 2024, je sais que c'est encore pire. Combien? Oui, je n'ai pas de chiffres. On n'a pas mené l'enquête. Et j'en connais suffisamment. Il n'y a pas de chiffres, on ne pourrait pas en parler. Donc, je peux, parce que vous avez donné les statistiques de 2023. Je connais beaucoup de gens qui sont décédés. Non, pas beaucoup, non. On ne va pas aller là-bas, honorable. Mais je pense personnellement qu'au-delà de tout, selon vous, si on vous résume, la gouvernance, on a redit, l'état d'esprit n'est pas ce qu'il faut. Je parle quand même, vous avez dit que les libertés... Dans la détresse totale, le désespoir. D'accord.
Oui, il n'y a pas d'espoir. Je crains que le président vienne dire autre chose. S'il vient dire autre chose, les Béninois vont se contenter de l'écouter pour dire, bon, évidemment, hein, il est dans une autre planète, autre que celui du Bénin. D'accord. Moi, par rapport à ça, je suis suffisamment clair. Pour les Béninois, c'est comme si nous sommes dans une prison à ciel ouvert. Il vaut mieux aller mettre tout le monde dedans. Et puis, bon, d'accord, on sait que, bon, le président et ses laudateurs sont ensemble, le Bénin leur appartient, et puis le reste, bon, on leur réserve la prison. En tout cas, c'est dans ça que nous sommes aujourd'hui, de plus en plus. Oui. Et je préfère dire ça comme ça. Alors, nous pensons que le tableau est suffisamment sombre pour que le président de la République puisse, à un moment donné, écouter le peuple béninois, pour aller à un dialogue politique. C'est ce qu'on lui demande. À l'heure là, vous ne pensez pas que nous sommes à la porte de 2025, un an pour les élections générales. Le président a dit qu'il veut finir son mandat en beauté. Il veut laisser ce pays tel qu'il a retrouvé. D'accord? Il ne le fait pas pour lui-même, il le fait pour le peuple béninois. C'est ce qu'on lui demande. C'est ça qui va faire sa fierté. Est-ce que, honorable, je ne vous coupe pas si vous me permettez, est-ce qu'il n'est pas opportun de rédiger vos propositions et l'adresser au président de la République au lieu qu'on ouvre un dialogue politique? Je crois que nous en avons suffisamment parlé, d'accord? On n'en a jamais tenu compte et c'est pour ça que nous continuons de penser que c'est la meilleure chose à faire. Et rédiger, le président a son agenda, il a son projet de société. Si son projet de société ne se résume qu'à ce que nous sommes en train de voir là, il est important qu'il change. C'est ça qu'on est en train de dire. Parce que ce qu'il a apporté en matière de gouvernance là, c'est une calamité. Oui, c'est l'une des plus mauvaises. Et on ne peut pas faire 10 ans de mandature et ne sortir que par la petite porte. Ce n'est pas bon. Tout ce qu'on dit, c'est dans l'optique. Parce qu'en réalité, quand c'est mauvais, ce n'est pas mauvais que pour le président. C'est mauvais pour tout le peuple. Comment faire pour qu'on puisse sortir la tête de l'eau? C'est de ça qu'il s'agit, pas autre chose. Donc tout est encore possible. Même une journée avant la fin de son mandat, il peut encore bien faire. Ouais. Sinon, ce qui est là, c'est mauvais. L'espoir est permis, mais beaucoup vous diront quand même que grâce à cette démocratie, à cette réforme du système partisan, à ce code électoral que vous avez évoqué il y a juste un instant, vous êtes quand même, vous avez pu tirer votre épingle du jeu au cours des législatives de 2023. Vous êtes député à l'Assemblée nationale. Vous êtes là maintenant pour représenter le parti Les Démocrates. Il y a quelques semaines, ou pour ne pas dire quelques jours en arrière, le parti Les Démocrates a voté blocus contre ce projet de loi portant finances exercice 2025. C'est vrai, on vous a joint au téléphone, vous avez donné les arguments, mais la grande question, est-ce que c'est vous, au niveau du Parti Les Démocrates, je parle des députés, bien évidemment, vous êtes les incompris ou c'est le peuple qui ne veut pas vous comprendre? Merci, monsieur le journaliste. Je crois que le peuple nous comprend suffisamment. Et l'occasion que vous nous donnez pour intervenir de cette façon nous permet encore de mieux nous expliquer. Et nous-mêmes, nous sommes en contact avec ce peuple-là. Avant de venir voter au niveau de l'Assemblée nationale, nous montrons qu'est-ce qu'il y a de bon ou de mauvais dans le budget général de l'État. Et je le dis, ni du point de vue social, ni du point de vue économique, ni du point de vue politique, ce budget-là n'est bon. Oui, et c'est la raison pour laquelle on ne peut quand même pas engager le peuple dans un budget qui ne lui apporte pas grand-chose. Le but que nous visons, c'est d'améliorer les conditions de vie de nos populations. Lorsque un budget ne permet pas de le faire, il ne faut pas s'associer à ça. En fait, c'est de cela qu'il s'agit. Le budget, c'est l'expression chiffrée de la politique de l'État. Alors, quand vous estimez que cette politique-là n'est pas bonne, vous ne pouvez pas vous associer à cela. Et nous, on se démarque. La loi nous l'autorise. Nous n'avons aucune obligation de soutenir ce budget-là, pendant que nous estimons que ça ne permet pas de régler le quotidien des Béninois. Lorsque vous prenez ce budget-là, même du point de vue social, d'accord, le problème que vit le peuple béninois aujourd'hui, c'est la cherté de la vie. Vous organisez un mariage, un
Un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Allez, bienvenue dans la deuxième partie, mesdames et messieurs. Juste après la pause publicitaire, nous allons aborder, bien évidemment, ce sujet relatif à la désignation des ministres conseillers. Vous le savez, depuis ce mercredi 11 décembre 2024, le chef de l'État a tenu promesse en donnant quitus désormais à 12 personnalités pour conseiller ces ministres sectoriels. Honorable, vous abordez déjà le sujet bien avant la pause publicitaire. Vous avez eu le temps de parcourir un peu ces 12 personnalités. Comment vous avez vu l'organigramme proposé par le président de la République? Merci beaucoup, Mathieu. Je ne suis pas intéressé par la personne de ceux que le président de la République a nommé comme ministre conseiller, mais c'est le principe qui me pose un problème. Si vous suivez un peu mon développement, nous sommes dans un contexte où on a des difficultés à transformer les structures de base, les structures de l'économie de notre pays. Et pour ça, il faut faire des investissements productifs. Oui, des investissements productifs. Mais en nommant 12 ministres conseillers, je crois que le gouvernement est en train d'investir dans le fonctionnement. Oui. Une fois encore, pour moi, ce n'est pas pertinent. Ça permet pas de régler le problème des Minois. C'est de la gabegie financière. C'est des ressources qu'on est en train de jeter juste par la fenêtre. Pourquoi je le dis? Parce que la configuration des ministères, telle que c'est conçu actuellement, l'organigramme, c'est une organisation structure hiérarchico-fonctionnelle. Où le ministre, au niveau du ministère, on dispose déjà de tous les conseillers qu'il faut pour le ministre. Pourquoi je le dis? Dans l'organigramme qui est là, vous avez des opérationnels et vous avez des fonctionnels. Les fonctionnels sont les conseillers. Depuis le cabinet, le directeur du cabinet du ministre, le directeur adjoint, tout ce que vous avez, tous les types de conseillers, vous avez toute une panoplie de conseillers pour chaque ministre déjà. D'accord? Alors, et au niveau donc opérationnel, vous avez tous les cadres opérationnels qui répondent de l'exécution donc du budget du ministère. Donc à partir de cet instant, c'est un doublon que de revenir nommer encore d'autres conseillers, d'autres ministres conseillers. Je crois que à l'heure où nous parlons là, on n'en a pas besoin. La difficulté que nous avons aujourd'hui, nous avons nos ressources s'amenuisent. On n'a pas suffisamment de ressources. De sorte qu'on est obligé de recourir au crédit à tout moment. Chaque instant, nous recourons au crédit. On ne peut pas recourir au crédit pour venir mettre ça dans le fonctionnement. Ça pose un problème. C'est pour investir. Le chef de l'État en a besoin. À partir du moment où ça ne rentre pas, d'accord, dans le productif, je n'y trouve rien d'intéressant. C'est de trop. On n'en a pas besoin à ce moment-là-ci. Donc, on a besoin, d'accord, d'accroître notre production de manière à pouvoir réduire les prix sur les marchés, d'accord, régler la question donc de la sécurité ou même de l'autosuffisance alimentaire. C'est ce qui nous préoccupe. Et pour ça, il faut booster l'agriculture, il faut booster l'industrie, il faut booster les secteurs clés de l'économie. Mais pas aller engouffrer nos ressources pour payer environ 12 ministres encore dans ce que nous avons déjà là. Ça pose un problème. Oui, voilà mon analyse. Ça ne m'intéresse pas outre mesure. Qui on a nommé, c'est un cafard, c'est un jet, ça ne m'intéresse pas. Donc, pour vous, concrètement, ça ne va rien changer? Non, ce n'est pas parti pour changer quelque chose, pas du tout. Et mieux, la crainte, c'est que cela viole encore la Constitution. Est-ce que la loi organique de 2010 prévoit cela? Et pourquoi vous allez à cela? On veut continuer avec non, ça me gêne, ça pose un problème. L'état actuel de notre pays ne nous permet pas d'aller dans ce genre
de nomination-là, à mon avis. À votre avis. L'avis est personnel. Oui, c'est mon analyse. La structure économique de notre pays aujourd'hui ne nous permet pas de nous donner ce luxe-là. Oui. On a suffisamment de problèmes. On a besoin donc d'investir dans le productif. Oui. Nous voulons améliorer les structures de l'économie de notre pays. Nous pouvons les transformer. Oui. Investissons dans ça. Plutôt que d'aller dans le fonctionnement. Si on investit même dans la formation, dans l'humain, c'est encore plus intéressant. Mais on donne à manger à ceux qui sont déjà rassasiés encore. Bon, quand cela ne tienne, si telle est la gouvernance, je crois que le peuple saura apprécier en son temps. Voilà ce que je peux vous dire. Merci. Nous allons revenir sur 2026. L'enjeu est grand. 3 élections législatives, communales, présidentielles. En l'entame de votre émission, vous avez évoqué déjà brièvement bien évidemment, la question du code électoral. Moi, ma question, honorable, que veut concrètement l'opposition? C'est justement la question que se pose beaucoup. Vous avez demandé d'auditer le fichier électoral. Vous êtes le seul encore à revenir sur le code électoral. Vous voulez une élection transparente, libre, en tout cas, tout ce qui est autour. Que veut concrètement l'opposition? Alors, nous allons prendre les choses une à une. D'accord. Commençons par le fichier électoral. D'accord, on y va. Alors, comme vous le savez, on est allé à l'élection en 2023 avec un fichier qui a posé beaucoup de problèmes. Et tout le monde était d'accord là-dessus, que dans ce fichier-là, les électeurs se sont retrouvés peut-être à 10 km, 40 km ou 50 km de leur lieu de vote. Ça pose un problème. Les gens n'ont pas pu voter. Les choses sont sens dessous. Pourquoi c'est comme ça? Quand c'est comme ça, il faut s'asseoir, vérifier qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que nous avons, il faut corriger pour qu'on ne vive pas la même chose. Ça ne dépasse pas ça en réalité. Tout ce qu'on demande, c'est tout. C'est un fichier électoral qui nous a permis d'aller à cette élection-là, d'accord? Alors, si on avait eu l'occasion, avant cette élection, d'analyser, de regarder tous les contours de ce fichier électoral, peut-être qu'on n'assisterait pas à ce à quoi. Parce que c'est pas pour la première fois que nous faisons des élections. C'est pas pour la première fois nous allons aux élections. Et c'est pour la première fois, malheureusement, qu'on a constaté ce qu'on a constaté là. Où les gens sont allés, ou soit ils n'ont pas retrouvé leur nom, ou alors c'est à un endroit très éloigné de leur bureau de vote. Alors, quel intérêt on a à ce que les gens n'arrivent pas à voter? Ça, non, pas le gouvernement lui-même qui organise les élections. Et nous avons une renommée telle qu'on ne peut plus nous coller ça. Je ne sais pas si vous voyez. C'est à l'honneur du gouvernement lui-même. Bon, évidemment, si la dignité ne leur pose pas problème, bon, je peux comprendre. Sinon, ce n'est pas digne de nous, après plus de 30 ans, d'accord, de démocratie, de tout ce qu'on vit ces situations-là. Voilà pourquoi nous avons pensé qu'il serait utile qu'on puisse le corriger. Et en voulant le faire, ce n'est pas le problème du Parti des démocrates seul, non. Le fichier électoral, c'est tout le peuple béninois qui est concerné. Voilà pourquoi on a souhaité que tous les autres acteurs politiques puissent s'associer pour que cela puisse se faire ensemble, de façon consensuelle. C'est pas une visée particulière qu'on est en train de... Non. Et ça s'est passé toujours comme ça. Lorsqu'il s'agit des élections, d'accord, tous les acteurs le font ensemble. Les dispositions pour le faire, il faut que tout le monde se retrouve pour le faire. Voilà, nous sommes dans cette dynamique-là, pas plus. C'est pour qu'on ait une élection juste, transparente et équitable. Ça ne dépasse pas. Ça, c'est concernant le fichier électoral. Oui. Parlant maintenant du code électoral. Le code électoral. Il y a des dispositions dans le code, d'accord, qui portent entorse déjà à la Constitution, d'accord, et qui ne nous permettent pas d'avoir des élections justes, équitables et transparentes. Qu'est-ce qui vous fait peur dans le code? Rien ne nous fait peur, mais moi j'ai particulièrement honte pour ceux qui ont confectionné ce code-là dans ce sens. Pourquoi je vous le dis? Quand je vous prends l'article 146 dont j'ai toujours parlé, qui donne l'air de l'ANAC à la limite, je l'ai déjà dit. Alors, l'article dit que pour ce qui concerne les élections législatives, pour que une liste puisse être éligible à l'attribution des sièges, d'accord, lors des élections, il faut réaliser 20% oui, de suffrage. Or, jusqu'en 2003, l'ancien code, c'était 10%. La question, c'est de savoir
qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on passe de 10% à 20%? Ça, première question. Qu'est-ce qui justifie cela? D'accord? Alors, si on s'en tenait à cela, il n'y a pas de problème. Nous savons que tout le monde est loti à la même enseigne. Tout le monde sera évalué de la même façon. Mais là, aujourd'hui, la loi donne maintenant la possibilité, d'accord, aux partis d'aller à une coalition parlementaire. L'accord de gouvernance. Oui, à une coalition parlementaire. Je préfère ne pas parler d'accord de gouvernance, sinon quelqu'un va venir vous dire que vous ne connaissez pas le code. Et je ne veux pas aller à ça, je ne veux pas jouer à ce jeu de mots. Donc, c'est une coalition parlementaire. Ça veut dire que quoi? Que lorsque deux partis vont s'associer, d'accord, ces partis-là seront amenés à réaliser 20% comme tout le monde. Ça pose un problème. Ça pose un problème de rupture d'égalité. Surtout lorsque vous suivez un peu l'architecture, la configuration politique actuelle. La dernière élection à laquelle on a participé, en 2023, nous a permis de constater que 3 partis seulement ont pu réaliser 10% pour être éligibles, d'accord, à la répartition des sièges. Voilà. Alors, aujourd'hui, lorsque vous donnez la possibilité, d'accord, de réaliser des coalitions parlementaires, de manière à pouvoir réaliser 20%, ça veut dire que quoi? Quels sont les partis qui sont en mesure, aujourd'hui, de faire les coalitions parlementaires? Les oiseaux de même plumage volent ensemble. L'UP et le BR ont la possibilité aujourd'hui de faire une coalition. Vous en avez aussi la possibilité, ça dépend du discours. Nous avons la possibilité de faire la coalition avec quel parti? Non, ça dépend. Honorable, nous sommes en politique. Allez-y. Rien, je dis bien, rien n'est impossible en politique, dit-on. Si ça dépend du discours, ça dépend du dialogue, ça dépend de la communication autour. Que vous ne parlez pas et que vous ne comprenez pas ce que vous dites. Je comprends. Je vous dis ceci. Les résultats, les faits sont là. D'accord? Outre que l'UP et le BR qui ont 10% comme les démocrates, quel est le parti qui a 10% encore? Il n'y en a pas. C'est vous? Ça veut dire que vous donnez, oui, ça veut dire qu'aujourd'hui, si l'UP et le BR ont la possibilité de faire coalition parlementaire, d'accord? Les démocrates vont faire coalition parlementaire avec quel parti politique? Quel parti politique a 10% encore? C'est là il y a une rupture d'égalité. Et dans ces conditions, c'est là la naque en réalité. Si ces deux partis ont la possibilité de faire coalition, d'accord? S'ils ont les deux partis ont 10%, ça veut dire qu'ils sont en mesure de réaliser 20%. C'est ça. Oui. Alors, les autres partis qui n'ont pas réussi à faire coalition, ceux-là seront obligés de réaliser 20%. Pendant que les autres ne travaillent que pour avoir 10%. Dans ces conditions, où est-ce qu'il y a égalité? Où est-ce qu'il y a égalité? Ça pose problème. Et c'est la raison pour laquelle je ne comprends pas la Cour constitutionnelle. Qui peut cautionner un truc comme ça? Il y a problème. C'est grave. Et j'ai l'impression que, à cette allure, on a l'impression qu'on a plus d'intellectuels dans ce pays. Lorsqu'il s'agit des lois, la loi est impersonnelle, la loi est objective, elle est impartiale. Cette loi-là est taillée sur mesure. Ça pose un problème. Si vous voulez la légalité, vous voulez la justice, vous ne pouvez pas accepter une telle loi. C'est grave. C'est très dangereux à la limite. Et c'est pourquoi nous nous bagarrons pour dire, mais écoutez, ce que vous faites, ce n'est pas bon. Si vous donnez la possibilité qu'il y ait coalition parlementaire, d'accord, et que les partis doivent s'associer, c'est que ces partis-là ne doivent pas viser 20%. Non, ça doit aller au-delà. Sinon, il y a injustice. Sinon, il y a injustice. Ça, vous ne pouvez pas m'enlever ça de la tête. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amenez ça devant les gens sérieux, ils vous diront ce qu'il y a. Mieux. Lorsque on donne la possibilité, lorsque vous prenez donc par rapport à l'article 132, oui, ou pour le parrainage, il fallait 10% jusqu'à l'ancien code. Aujourd'hui, on a ramené ça à 15%. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qu'on vise? Qui poursuit-on? Oui. Et au-delà de ça, lorsque vous calculez ces 15%, vous vous rendez compte que ça fait exactement 28 élus, c'est-à-dire maire ou député. Et quand vous regardez, les partis démocrates n'ont que 28 élus. Exactement. Si un seul venait à manquer à l'appel, c'est fini. Vous ne pouvez pas parler. Pourquoi vous pouvez confectionner une loi taillée sur un parti politique précis? Et mieux, on dit, il faut avoir les 3/5. Il faut que ces élus soient répartis dans les 3/5 d'accord des circonscriptions électorales. Quand vous prenez le parti des démocrates, c'est exactement les 3/5. Pourquoi? Vous taillez une loi sur la mesure d'un parti. Et lorsque le jour le parti là ne sera plus là, vous êtes obligé de modifier la loi. Ce n'est pas bon. La loi doit être intelligente. Elle doit
régler le problème de l'avenir. La prospection. Et c'est en ça que ça gêne. On a l'impression que les gens n'ont pas des intellectuels, ils n'ont pas des gens qui réfléchissent, ou bien bon, c'est la volonté de nuire qui prime. Et c'est pour ça qu'on dit c'est pas bon. Alors, quand il y a problème, d'accord, on nous dit souvent, quand vous trébuchez, vous chutez, ne regardez pas l'obstacle là où vous êtes tombé. Regardez là où vous avez trébuché. C'est ce que nous avons observé pendant longtemps. Quand il y a crise, on commence à chercher à poursuivre X ou Y. Qu'est-ce qu'il y a là? Pourquoi on en est arrivé à cette crise-là? C'est ça qu'on est en train de dire aujourd'hui. Évitons d'aller à des crises. Évitons les crises. Parce que lorsque vous allez exclure un certain nombre de personnes, les gens n'accepteront pas. Ça ne passera pas. Pourquoi ne pas le faire dès maintenant? Parce que quand nous parlons, comme les gens le disent, nous parlons de développement aujourd'hui. Le meilleur instrument de développement, c'est la paix. Oui. La paix. La crise peut tout détruire. Quel que soit ce que vous avez construit, quelle que soit la qualité des routes, la qualité de vos infrastructures, la qualité du numérique que vous avez tout. Lorsqu'une guerre intervient, tout est foutu à l'air. Qu'est-ce que vous choisissez? Qu'est-ce que vous voulez? Les phénomènes, les épiphénomènes de routes que vous construisez, tout ça là, et mettre le pays en danger. À nous de choisir. Nous, on est en train de donner, on est en train de montrer la bonne ligne. Mais au moins, tout le peuple béninois est témoin aujourd'hui de ce que nous sommes en train de dire. Tel que vous allez là, vous foncez droit au mur. On n'a pas dit plus pour qu'il se retrouve là où il est aujourd'hui. Les autres que nous connaissons là, tout ce que vous voyez là, c'est parce qu'ils veulent la paix pour ce pays. Ils disent, attention, là où vous allez là, c'est pas bon. Arrêtez, corrigez ça. Les autres ne sont pas des fous. Non, je crois que c'est ça. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit, ça ne dépasse pas ça. Voilà deux éléments. L'article 132, 145, je crois que c'est déjà suffisamment parlant pour qu'on s'asseye, on dit, corrigeons ça. Sinon, nous le faisons pour qui? Alors, si pour une raison ou une autre, nous allons à cette élection-là, et qu'aucun parti n'arrive à réaliser les 20% sur toute l'étendue du territoire national, on fait quoi? La loi dit quoi? La loi est muette là-dessus. C'est pas possible, ça ne s'entend pas. Et c'est à ce moment, on va dire à la Cour constitutionnelle d'aller interpréter, pendant qu'on a déjà préparé la Cour constitutionnelle. Non, ce jeu de Jacques Ouettu là, il faut arrêter ça. Oui, c'est des comportements, à la limite, je ne sais pas comment je vais qualifier ça de l'arnaque. Je ne sais même pas de l'arnaque, qui allait jusqu'à dire que c'est du graille. Alors, au gros sommet de l'État, on va se comporter comme ça. Ça ne nous ressemble pas. On m'a dit, mais il n'y a pas de gens dans ce Parlement-là. Il n'y a pas de gens. Qui sont ceux qui ont voté ça? Ils ressemblent à quoi? Les députés. Oh, dommage. Moi, je ne suis pas heureux, je ne suis pas fier d'une telle loi. Oh là là, il y a mieux. Pourtant, nous avons des intellectuels, nous avons des conseils, on a tout. Et voilà ce à quoi, là où ils nous conduisent, droit vers le mur. En tout cas, à vous entendre, vous êtes remonté contre, très remonté contre ça. Ces tests qui sont inscrits dans le code électoral. Mais honorable, ma question est celle-ci. Si évidemment, vos propositions, vos doléances ne sont pas prises en compte, est-ce que les démocrates vont se laver les mains en disant, bon, nous, c'est bon, on a informé, on ne va pas aux élections? Vous vous trompez. Ouais. Quel que soit les cas. Quel que soit les 20% et les 15%. Pourquoi vous? Ça ne nous fait pas peur. Et pourquoi mais c'est pas bon. C'est pas juste. C'est tout. Donc vous irez aux élections. Il faut dénoncer ça. Ce qui n'est pas bon n'est pas bon. On va pas attendre que ça nous tombe dessus d'abord. Vous l'aviez fait au cas où ça ne sera pas pris en compte. Au cas où les tests ne seront pas corrigés, vous allez aux élections. On va aux élections. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes convaincu, nous sommes de plus en plus résilients. Et vous êtes convaincu de relever la barre des 20, des 15%. Comptez sur nous. Comptez sur nous. Vous comptez sur quoi? Ce qu'on est en train de dire. Vous comptez sur quoi? Le peuple est en train de vivre en direct ce qui se passe. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Et nous sommes en train de relever aujourd'hui les incongruités qu'il y a dans les tests. Parce que vous savez, tous les problèmes que nous avons en général, c'est les mauvaises politiques que nos dirigeants adoptent. C'est ça qui est à la base de tous nos problèmes. Ouais. Lorsqu'il s'agit de gouverner un peuple, il ne s'agit pas de se regarder soi-même. Il ne s'agit pas de tenir compte de ses peurs à soi pour gouverner un pays. Non. Tenez compte de la volonté du peuple, de ce qui est bon pour le peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Mais lorsque vous venez par rapport à votre peur, le peuple sait, le peuple voit ce qui se passe. Mais aujourd'hui, là, nous ne sommes plus prêts, d'accord, à subir cela. Non, pas du tout. Nous allons affronter toutes les situations. Et avant cela,
nous allons faire tout ce qui est à notre pouvoir pour nous éviter ce qui va arriver. C'est ce que nous sommes en train de faire. D'accord. D'accord? C'est pas parce qu'on a peur, non. C'est pour le bien-être de notre peuple. Je crois qu'on en a suffisamment subi déjà en 2019, en 2021 et encore qu'on y aille en 2026. C'est cela nous honte pour nous. Franchement. Et on ne veut pas vivre ça. Parce que lorsqu'il s'agira du Bénin, on ne va pas dire c'est eux qui ont fait. Non, c'est vous les Béninois. C'est de ça qu'il s'agit. Si on pouvait se contenter de ceux qui sont à la base de ça, ça ne nous gênerait pas. Malheureusement, nous tous là, ils vont nous mettre dans le même bateau. Au moins, les gens sauront qu'à un moment donné, il y a quand même des illuminés. Des gens clairvoyants. D'accord. Qui ont dit. Et qui ont prévenu. Honorable, oui, la question du code électoral, la question du fichier électoral et bien d'autres sujets, vous l'aviez relevé, insuffisant selon vous. Au-delà de tout, 2026 est si loin, mais aussi si proche. Il faut pas l'oublier. Comment les préparatifs se font au sein du Parti Les Démocrates? Merci beaucoup. Je crois que nous avons adopté une stratégie que beaucoup n'ont pas compris, bien entendu. Depuis le mois de mai, nous avons déjà commencé à travailler par rapport au renouvellement de nos structures de base. D'accord. Mais on a fait l'option de ne pas faire toute la communication qu'il faut autour de ça. D'accord. Nous avons voulu donc travailler au niveau de la base. Nous avons renouvelé nos structures de base. Et ensuite, maintenant, les cellules, non seulement les cellules, les coordinations au niveau des arrondissements. Et petit à petit, on est en train de venir au niveau donc des communes et des circonscriptions électorales. Donc, nous préparons sérieusement. Mais nous avons choisi la voie de la discrétion. Je crois que, ouais, je constate que ça perturbe beaucoup. Mais nous, on est très serein. On est très serein. On est toujours en contact avec le peuple. On est à ses côtés, pour pouvoir donc relever ce défi de 2026 parce que il est important de changer donc la donne en 2026. C'est très important. Le peuple en a besoin. Nous travaillons pour et nous demandons donc au peuple béninois de compter sur nous et de nous faire confiance qu'on arrivera à l'alternance en 2026. En tout cas, nos confrères de Matin Libre, hier, je ne sais pas si vous avez pu jeter un coup d'œil, à leur manchette disait quand même que se posait la question de savoir si l'opposition est en train de suivre pour le chronogramme de la mouvance. Ben, pas du tout. Pour la mouvance, normalement, tout est fini déjà. Ah ouais. Et vous avez vu, ils ont croisé les bras. Ils ont déjà donc verrouillé le code électoral. Ils ont fini, on ne suit pas leur chronogramme. Non. Nous sommes en train de suivre le nôtre. La preuve est que nous, aujourd'hui, nous travaillons pour qu'on corrige le code électoral. Nous travaillons pour l'audit du fichier électoral. D'accord? Donc, c'est la preuve que nous ne sommes pas dans le même agenda. On les a invités pour le fichier électoral. Ils ne sont pas favorables à ça. D'accord? Parce que, en vérité, nos amis d'en face évoluent dans la violation de nos tests. Dans la violation même des dispositions au niveau international. L'élection commence en vérité par la liste électorale. La confection de la liste ne peut pas se faire en dehors des acteurs politiques. Aujourd'hui, la confection de la liste est dans les mains d'une structure administrative qui est l'Agence nationale donc d'identification des personnes, la NIP. Et c'est cette structure qui est appelée à extraire du registre d'état civil la liste électorale. Donc ceux qui ont à partir de 18 ans au moins. Évidemment. Voilà. Alors, donc, il est important que, même si c'est une structure administrative, lorsqu'il s'agira d'extraction de cette liste, que tous les partis soient prêts. Pour des questions de transparence. Pour qu'on s'assure que les choses se sont passées dans les règles de l'art. D'où la nécessité d'auditer le fichier qui était déjà parti pour que nous sachions quelles étaient les incongruités, les énormités qu'il y avait dans ça pour qu'on ne tombe pas dans les mêmes travers lors de l'extraction donc du prochain liste électorale informatisée. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi donc nous travaillons, nous pensons que il faut le faire, c'est très important. Oui. Donc nous ne sommes pas dans les calendriers, non. Nous avons le calendrier parce que nous projetons, nous savons donc ce qui va se passer en 2026. Oui. On n'est pas dans les calendriers, ils sont dans les calendriers, nous sommes dans le nôtre. Si ça se coïncide, si ça se
ça va se croiser quelque part, il n'y a pas de problème. Nous nous donnons la main pour continuer ensemble dans l'intérêt de ce pays-là. Voilà. Dans le rang du Parti Les Démocrates, malgré la bonne foi du président de la République, Patrice Talon, en disant qu'il n'est plus prêt pour un troisième mandat, vous en parlez toujours, ce qui est évident. Mais beaucoup pensent quand même que vous travaillez pour Boni Yayi et que Boni Yayi pourrait aussi être candidat pour 2026. Merci beaucoup. Dans l'état actuel de nos tests, rien ne permet au président Boni Yayi d'être candidat à quoi que ce soit. Je ne vois pas pourquoi vous pensez que nous travaillons pour sa candidature. Qu'est-ce qui le fait courir? Qu'est-ce qui fait courir alors le président? Parce qu'on voit ces différentes sorties médiatiques, tantôt à Koubet, tantôt dans le plateau, dans le nord, dans les collines, dans le Monokoufo. Alors, est-ce que c'est Boni Yayi qui travaille pour vous? Ou vous travaillez pour Boni Yayi? Alors, comme vous le savez, nous sommes dans un parti politique et il se fait que le premier responsable de ce parti politique s'appelle Boni Yayi. C'est ça. Alors, je suis désolé. C'est désormais le président du Parti Les Démocrates. Boni Yayi est le président du Parti Les Démocrates. Il n'est plus président d'honneur. D'accord. Donc ça veut dire que le premier d'accord du Parti Les Démocrates a animé la vie politique, c'est lui. Il n'est plus candidat en rien. C'est pas parce qu'il est candidat qu'il ne peut pas être chef d'un parti politique. Il est chef du parti politique, ça ne veut pas dire qu'il est candidat. D'accord? Oui, le candidat est désigné dans le parti. Ce n'est pas le premier chef du parti politique qui est forcément le candidat. Non, pas du tout. D'accord? Mais il a l'obligation, en tant que premier responsable du parti, d'animer la vie politique. C'est une obligation que la loi lui fait d'animer la vie politique. Je crois que c'est dans ça, il est dans ses propres droits, d'accord, d'animer la vie politique. Et en son temps, dès que le moment va arriver, donc de sortir le candidat, vous verrez le candidat du Parti Les Démocrates qui ne sera, hélas, pas. Il fait partie du groupe ou il fait partie du Parti Les Démocrates? Comment? Je ne vous comprends pas. Le candidat dont vous parlez. Oui. C'est vous? Vous voulez qu'on aille choisir un candidat dans l'UPR ou bien dans le BR pour le compte des démocrates? Il vient de l'extérieur pour intégrer le parti ou il est toujours dans le parti actuellement? Apparemment, vous êtes plus informé que moi. Bon, on attend. Envoyez-nous le candidat que vous avez et puis on verra ce que ça va donner. Ce n'est pas vous alors? Ah bon, non, moi candidat. Non, laissez le parti à son mode de fonctionnement, sa façon de désigner donc son candidat. En son temps, ça serait fait devant tout le monde et vous saurez qui sera le candidat du parti. Quand vous voyez tous les profils qui pourraient être au-delà de nous dire qui est le candidat, oui. Si on vous posait la question au sein du parti, qui pourrait peut-être respecter le profil d'un présidentiable, si je vous prends peut-être, je vais vous sélectionner 3 personnes. Non, voilà. Je ne vous autorise pas à vous lancer donc dans ce schéma-là. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire parce que vous voulez mettre la charrue devant le bœuf. C'est pas nécessaire. Il faut pas le faire. C'est pas bon pour un parti politique. Donc je crois que c'est des questions sensibles. Le parti a un mécanisme de fonctionnement de régler ces problèmes-là. En tout cas, ne pas aborder le sujet. En tout cas, si on comprend, le parti se prépare très bien. Bien sûr. Le parti, il n'y a plus de soucis. Voilà. Merci, honorable. Nous sommes à la fin de cette émission. C'était juste pour vous taquiner. C'est gentil alors. Et voir un peu vous titiller. Mesdames et messieurs, on est à la fin de cette émission. Mais, honorable, on va vous laisser peut-être dire un mot avant que je ne puisse conclure cette émission. Merci beaucoup de l'occasion donc que vous m'avez donné de participer à cette émission. Je crois que c'est une bonne chose et je vous exhorte donc à aller dans ce sens-là, à écouter tous les acteurs politiques de ce pays-là et à permettre à chacun d'apporter son grain de sel à l'édifice. Et je vous encourage beaucoup. Je remercie le peuple béninois. Je remercie le peuple béninois pour sa hauteur d'esprit. Oui, pour sa hauteur d'esprit, pour aussi sa résilience par rapport au quotidien, à la situation que nous vivons. Je leur demande de garder espoir. Oui. Le meilleur reste à venir. On sait que c'est pas facile. C'est pas facile pour les ménages. C'est pas facile pour le quotidien des Béninois. Mais nous pensons que avec le temps, ça va se corriger. Voilà pourquoi
nous critiquons beaucoup le gouvernement. L'objectif, c'est que le gouvernement s'améliore pour améliorer le quotidien de nos compatriotes. C'est ça, c'est le premier objectif que nous visons. Nous ne sommes pas là pour applaudir tout ce que le gouvernement est en train de faire. Non, si tout le monde vous applaudit, vous ne ferez rien de bon. Ouais. C'est déjà ça. Et donc, nous demandons au peuple béninois, donc, par rapport à tout ce qui se passe, que les choses ne resteront pas comme ça, ne resteront pas en l'état. Non. Mais ils ont besoin donc d'être résilients. C'est très important. Et en son temps, ils auront l'occasion de s'exprimer. Ouais. De s'exprimer. Et ce serait l'occasion pour eux de changer la donne par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Je souhaite donc, par anticipation, bonne et heureuse année à tout le peuple béninois. Que l'année 2025 soit une très bonne année. Une année donc de bonheur, d'espérance et surtout beaucoup de succès dans les activités. Merci à vous. On vous souhaite aussi un succès dans vos activités aussi. Mesdames et messieurs, nous vous remercions pour votre attention sans cesse à renouveler. Vous êtes sur Guérit TV Monde et nous vous en sommes bien évidemment très reconnaissants. Merci d'avoir suivi votre émission La Position qui recevait pour vous Abibou Ououkobou, il est député à l'Assemblée nationale, député issu du Parti Les Démocrates. Le Parti Les Démocrates tel que vous le connaissez reste toujours sur sa position. Leur principale mission, quand même, apporter beaucoup plus de propositions au gouvernement en place en vue que quelque chose soit amélioré pour le bonheur des concitoyens, pour le bonheur du peuple béninois. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Une nouvelle émission sur Guérit TV Monde, La Position. Tous les mercredis à 21h sur votre web télévision. Prenez le rendez-vous pour savoir la position ou la lecture de tel ou tel acteur politique sur des sujets brûlants de l'actualité. Guérit TV Monde, le leader des web TV.